Bonjour à tous, bienvenue au JESFC, je suis Jean-Marc Sellal, rythmologue au CHU de Nancy et j'ai le plaisir d'être avec Gilles Montalesco, cardiologue interventionnel à la Pitié-Salpêtrière pour parler des nouvelles recommandations sur les syndromes coronaires aigus. Pouvez-vous nous dire en quoi les nouvelles recommandations changent la manière de chronométrer les syndromes coronaires aigus? Alors sur les nouvelles recommandations européennes concernant le STEMI, les infarctus avec sous-décalage du segment ST, il a été clairement identifié que le chronomètre démarrait à l'enregistrement de l'électrocardiogramme demandé par un médecin, cardiologue ou non cardiologue, et c'est à partir de ce moment-là qu'on déclenche le temps mesuré pour la reperfusion coronaire. Donc à partir de ce moment-là, on a 120 minutes pour reperfuser l'artère coronaire, à l'exception du fait qu'un patient qui se présenterait dans un hôpital avec une salle de cathétérisme disponible, donc directement dans cet hôpital, sans passer par les services de transport ou par un autre hôpital en amont, lui, il faudra qu'il soit reperfusé en 60 minutes. Alors lorsque le service d'urgence est très près de la salle de cathétérisme, ça se fait assez facilement. Dans un hôpital comme le mien où les distances sont longues, il faut remonter dans une ambulance pour aller du service d'urgence à la salle de cathétérisme. Donc il y a un vrai délai intra-hospitalier. Il faut travailler sur ces délais pour rester dans les 60 minutes, ce qui est presque aussi compliqué et difficile que d'obtenir les 120 minutes pour un patient qui vient de l'extérieur. Et en salle de cathétérisme, pouvez-vous nous indiquer ce qui change dans ces recommandations? Alors, il y a un certain nombre de choses qui se sont modifiées. Parmi les plus notables, je dirais que la thromboaspiration qu'on a pratiquée largement a disparu, elle n'est plus recommandée. C'est vrai qu'on a eu maintenant des très grands essais cliniques randomisés ne montrant pas de bénéfices, voire parfois un peu des excès d'événements avec la thromboaspiration. Donc elle disparaît en tout cas à titre systématique, il faut avoir une bonne raison pour la faire. Et du côté des médicaments, il y a un certain nombre de choses qui ne changent pas. L'aspirine, plutôt par voie intraveineuse par exemple, et les P2Y12 dernière génération. Par contre, sur le versant anticoagulant, il y a des choses qui ont changé. La bivaleuridine a été un peu dégradée avec les dernières études et l'enoxaparine IV a été un petit peu augmentée dans sa cotation. Et donc les deux se retrouvent à égalité avec une recommandation 2A pour l'anticoagulation de l'angioplastie primaire de l'infarctus du myocarde. Et donc l'un ou l'autre est utilisable, en sachant qu'il y en a un qui se fait avec un bolus intraveineux, c'est l'enoxaparine, il n'y a pas de perfusion derrière et ça ne coûte pas très cher. Et de l'autre côté, on a un bolus, une perfusion et un médicament qui coûte un peu plus cher. Et on a toujours la solution de rester à l'héparine qui garde sa classe 1, mais avec un niveau d'évidence qui est bien inférieur à ce qu'on a pour les deux autres, puisqu'il n'y a jamais eu vraiment d'études pour évaluer l'héparine dans l'angioplastie primaire de l'infarctus du myocarde. Donc la thromboaspiration existe, les anticoagulants des petits changements, les antiplaquettaires, ça ne change pas beaucoup. Il y a une chose, moi, que je regrette à titre personnel, c'est que sur les 2B3A, on n'a plus de recommandations. Et c'est un peu dommage parce que c'est des vrais médicaments qui ont été largement testés dans le STEMI avec des résultats positifs, en particulier chez les patients jeunes. Gros infarctus antérieur, par exemple, se présentant tôt, ça marche très bien. Mais on n'a plus de recommandations, je ne sais pas pourquoi. Ils auraient pu dire c'est bon, c'est pas bon, mais là, il n'y a pas de recommandation. Ils sont plutôt fréquemment utilisés en France. Je pense qu'on peut continuer, il n'y a pas de raison d'arrêter ce qu'on faisait. Ce n'est pas parce qu'on a du prasugrel ou du ticagrelor qui sont plus puissants que le clopidogrel qu'il faut s'en passer. Ces médicaments vont quand même agir 2 heures plus tard et pas immédiatement. La seule recommandation qu'on ait pour les 2B3A, c'est là où ils n'ont pas été évalués, c'est en bail-out, en situation de sauvetage. Mais ça, tout le monde le fait. Quand on n'a plus rien à perdre, on fait des 2B3A. Donc voilà les petits changements pour la salle de cathé. D'accord. Par ailleurs, les bêta-bloquants en intraveineux à la phase très aiguë arrivent en bonne place dans les recommandations. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Alors ça, c'est une surprise un peu. C'est-à-dire qu'on a une recommandation très forte, 2A, niveau d'évidence A, pour des bêta-bloquants intraveineux systématiquement dans la prise en charge des infarctus aigus au premier contact médical. Donc on voit que là, ça suggère qu'un patient pris en charge par service des pompiers ou le SAMU serait redevable quasiment en routine des bêta-bloquants intraveineux pour réduire la fréquence cardiaque et réduire essentiellement les troubles du rythme ventriculaire. Ça repose sur quelques études randomisées de petite taille, d'ailleurs aux résultats différents et pas toujours positifs, en particulier sur la taille d'infarctus.
études qui ont toutes été faites par le même investigateur ou le même groupe d'investigateurs. Ça pose un peu question. Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que ce n'est pas anodin de faire des bêta-bloquants intraveineux. On l'a fait il y a très longtemps avec les études de métoprolol et on se souvient très bien qu'on avait des œdèmes aigus du poumon ou des troubles de conduction aigus sur les phases aiguës d'infarctus du myocarde et qui transformaient une situation contrôlée par une situation un peu incontrôlée. Et donc, je ne suis pas très favorable à appliquer cette recommandation immédiatement. J'aimerais voir plus de données et plus d'expérience avec ces bêta-bloquants intraveineux. Que les bêta-bloquants arrivent ensuite, une fois que la phase aiguë est passée en soins intensifs de cardiologie, bien évidemment, ils ont toute leur place là et c'est fait habituellement. Et enfin, dernier point, la création de registres est fortement encouragée par les recommandations. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est important ? Oui, alors c'est une recommandation qui est intéressante et qui dit globalement, c'est bien d'être un centre d'infarctus du myocarde et de faire de l'angiopathie primaire par exemple, ou de la thrombolyse pour ceux qui font de la thrombolyse un petit peu à distance des salles de cathétérisme, mais le message c'est regardez ce que vous faites et mesurez ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire il faut reperfuser en moins de 120 minutes, mais est-ce que chez vous c'est fait et est-ce que vous avez ces délais respectés dans les corps de patients qui arrivent dans votre hôpital? Et la seule manière de faire, c'est d'avoir un registre pour mesurer ça. Malheureusement, on n'a pas de registre national permettant à chacun d'entre nous d'évaluer ces pratiques. Donc, le conseil, c'est de se dire, avec une recommandation forte des guidelines, de dire on va faire notre propre registre là où on est, mesurer nos délais et si on a des choses qui sortent un petit peu de ce qui est recommandé, voir où est-ce que ça pêche. Et par exemple sur les délais, il y a du travail à faire. Dans la chaîne de soins, c'est jamais un docteur, c'est jamais un service, c'est une chaîne de soins qui fait que les délais peuvent s'accumuler plutôt à un endroit qu'à un autre et il faut travailler sur les moments où les délais s'allongent de manière inappropriée. C'est vrai pour les délais, c'est vrai pour les médicaments et même au sein d'un même département, on peut avoir des gens qui ont des opinions différentes sur les médicaments et utilisent des médicaments différents. C'est pas simple pour les équipes d'avoir des médicaments différents. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se mettre autour de la table et dire voilà nos résultats, on est plutôt mieux avec telle ou telle stratégie et essayer de la globaliser au sein du département. C'est très clair, je vous remercie. Merci à vous.